L'heure de ma santé, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir sur la télévision Helios Tro TV. Eh bien, ce nouveau numéro de votre émission, l'heure de ma santé, qui essaiera bien évidemment de plancher sur des questions sanitaires, des questions vitales, bien sûr. Et pour ce tout premier numéro de l'émission, nous serons avec Monsieur Mathieu Tobossi, spécialiste en hygiène alimentaire, celui avec qui nous aurons à évoquer une question essentielle, une question vitale. Cet après-midi, ce matin, ce midi seront l'heure à laquelle vous nous suivez, Monsieur Tobossi. Merci d'avoir répondu à notre invitation à ce plateau. C'est un plaisir pour nous de toujours répondre pour les besoins de santé. Pour les besoins vitaux. Oui. Merci bien. Eh bien, Monsieur Tobossi, nous parlons essentiellement dans cette émission d'un organe volumineux, visiblement, dans l'organisme humain, le foie. D'aucuns le qualifient même comme étant le moteur central de l'organisme humain. Alors, parlant du foie, à quoi fait-on allusion essentiellement, mis à part tout ce que nous connaissons sur cet organe? Merci, monsieur le journaliste. Merci pour cette invitation qui va nous permettre d'édifier ou bien de rappeler à certaines personnes beaucoup de choses sur cet organe qu'est le foie. Alors, lorsque nous prenons le foie, nous disons que c'est l'organe le plus volumineux du corps humain, tel que vous l'avez dit. Et il pèse jusqu'à 1,5 kg. Donc imaginez un peu son poids. C'est un organe du système digestif. Donc il participe à la digestion de tout ce que nous envoyons. C'est encore un organe filtre qui permet au sang de subir une détoxification et donc d'éliminer certaines toxines. C'est lorsque nous prenons son emplacement dans l'organisme, c'est juste au-dessus de l'estomac et dans la cage thoracique. Donc à partir du sein, dessous du sein droit jusqu'au dessous du sein gauche, le foie est là et le pancréas est en dessous et puis il joue ces fonctions que nous le connaissons. Donc c'est un peu ça la brève description qu'on m'a donnée au foie. Alors pourquoi certains spécialistes ont tendance d'attirer beaucoup plus l'attention du patient ou alors du sujet sur l'importance du foie? Ah oui, ils ont raison parce que le foie c'est un organe vital capital du corps humain. Il intervient dans plus de 100 fonctions. C'est un organe, c'est un laboratoire, c'est le plus grand laboratoire qui puisse exister. Mais c'est dans le corps humain. Donc c'est vous dire un peu la magnificence du Créateur à travers l'être humain qu'il a créé. Alors, nous allons regrouper les fonctions du foie sous 5 formes. Nous avons la fonction qu'on appelle la fonction de métabolisme et de stockage des nutriments. Tout ce que nous mangeons, lorsque ça arrive au niveau de l'intestin grêle, ça va passer dans le sang. Et maintenant de là, ce sang, en majorité, qui quitte l'intestin, passe d'abord par le foie avant d'être maintenant distribué vers les autres organes. Et donc, arrivé au niveau du foie, c'est là maintenant que beaucoup de nutriments subissent des modifications complexes afin d'être orientés vers chaque type d'organe. Donc, c'est le foie qui va nourrir le cœur, celui qui va nourrir le cerveau, celui qui va nourrir les reins, celui qui va nourrir ceci, cela. Donc, c'est lui qui est au centre de l'alimentation, de la fourniture de molécules complexes aux autres organes. Aussi, lorsque nous prenons par exemple les sucres issus de l'alimentation, tels que les sucres des fruits, les sucres des glucides et autres, il faut les transformer après en énergie. C'est au niveau du foie que ce travail se fait. Donc quand il va les transformer, il va les stocker sous forme, il y a une forme donnée qu'on appelle le glycogène. Donc ces sucres-là seront stockés sous forme de glycogène au niveau du foie. Et au moment du besoin, où l'organisme n'a pas, par exemple, la personne a faim, elle n'a pas de quoi manger rapidement à côté, l'organisme va envoyer, il va renvoyer ce glycogène-là dans le sang sous forme de glucose et donc sous forme d'énergie, et l'organisme maintenant va en faire usage. Donc c'est la fonction de réserve énergétique que
le foie joue là-bas. Il y a aussi la digestion des lipides. Cette digestion va permettre de produire du cholestérol. Le cholestérol, en réalité, n'est pas mauvais pour le corps humain. Non. C'est une molécule indispensable sans laquelle nous saurions exister parce qu'elle intervient dans la stabilité des membranes des cellules. L'être humain est fait de cellules qui, en gros, donnent les tissus. Donc, s'il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de tissus, il n'y a pas d'être humain. Donc, le cholestérol, on en a besoin. Et c'est le foie qui produit les 3 quarts de cholestérol du corps humain. L'autre quart qui va venir de l'alimentation de matières grasses animales, ça va donner le mauvais cholestérol, puisque les transporteurs de ce cholestérol-là, ces transporteurs-là sont des transporteurs qu'on appelle de basse densité, d'où on parle de mauvais cholestérol. Alors, donc, si on n'a pas de cholestérol dans le corps humain, on ne pourra pas vivre. Donc, c'est le foie qui fabrique encore ce cholestérol-là. Maintenant, le mauvais qui sera transporté par les mauvais transporteurs, c'est encore le foie qui va s'occuper de. Alors, une petite parenthèse, vous retenez bien le fil de votre sujet. Est-ce à dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter de cholestérol à ce que fabrique déjà le foie? On n'en a pas normalement besoin. Il n'y a pas une carence de cholestérol qu'on peut notifier dans l'organisme humain? À des moments, pour certaines maladies, on constate une baisse de cholestérol. Et là, si on renforce le foie seul, il corrige ce défaut-là et puis le processus continue. On n'a pas besoin d'apporter du cholestérol synthétique de par l'alimentation, de par la médication et autres pour que l'organisme puisse rehausser le taux. Un bon entretien au niveau du foie suffit pour gérer ce souci-là. Alors, revenant au mauvais cholestérol, c'est le transporteur du cholestérol qui est mauvais. D'où on parle de mauvais cholestérol. Sinon, le cholestérol en lui-même n'est pas mauvais. Alors, quand il y a des mauvais transporteurs et que le cholestérol qu'ils apportent est jugé mauvais, c'est encore le foie qui va s'occuper de l'élimination de cela à travers les matières fécales, donc à travers l'intestin, c'est ce que ça donne, les matières qu'on va éliminer. Parce que nous prenons maintenant toujours ce cholestérol, il intervient dans les hormones de reproduction, par exemple. Donc, parce que nous allons avoir besoin de testostérone chez l'homme qui constitue l'hormone capitale chez les hommes, on aura besoin de cholestérol. Les oestrogènes, les progestérones chez la femme pour un bon cycle et pour une bonne fertilité, on aura aussi toujours besoin de choses là, de cholestérol. Donc, c'est une molécule capitale dans le corps humain qu'il ne faut pas, à laquelle il ne faut pas faire une chasse à la sorcière. Non. C'est une bonne molécule, mais c'est lorsque maintenant ça passe, lorsque on mange beaucoup de matières grasses d'origine animale, que on provoque de mauvais transporteurs qui vont donner maintenant de mauvais cholestérol dans le corps humain. Non, on n'y est pas encore, hein, mais où est-ce qu'on trouve souvent ces matières grasses-là qui empoisonnent, hein, entre guillemets, le foie? Vous prenez le porc, par exemple. La viande du porc. Hein. Vous savez que c'est riche en graisse. C'est de la mauvaise graisse. C'est de la mauvaise graisse. Mais quand les gens vont faire l'achat de viande de porc, vous allez voir, ils vont doigter. Hein, là où c'est bien gras. Hein. Et ils vont te dire que AMITPA, c'est la partie grasse que nous voulons. C'est de l'intoxication alimentaire. Ça ne devrait pas se passer comme ça. On ne devrait pas consommer de la matière grasse d'origine animale. C'est de l'intoxication alimentaire. Donc, il faut qu'on commence à faire attention à ce genre de combinaison alimentaire que nous faisons. Déjà, dans les huiles qu'on utilise pour nous faire la cuisine et autres, on n'est pas très sûr de leur origine végétale. Et on va encore ajouter de la matière grasse ou bien de la graisse animale à cette huile d'origine végétale et non végétale qui pose déjà problème, et on va surcharger l'organisme, on va surcharger le foie et bonjour les dégâts. Hein. Il y a la fonction de production de bile. La bile, autre, elle est faite de l'eau, d'électrolytes, de sel biliaire et beaucoup d'autres choses. Et c'est une substance qui nous permet d'éliminer beaucoup de déchets qui sont issus de l'alimentation,
qui sont issus des médicaments que nous prenons. Donc l'intoxication médicamenteuse. L'intoxication d'origine alimentaire, c'est la bile qui est fabriquée dans le foie qui va permettre l'élimination de cette substance-là, de cette toxine-là. La bile joue ce rôle-là. C'est encore la bile qui va permettre le passage des lipides digérés de l'intestin dans le sang. Donc, il assure aussi la transition des lipides d'origine intestinale vers le sang. Et maintenant, le foie récupère encore ces lipides-là pour les travailler en triglycérides, en cholestérol et en ce qu'il faut pour que l'organisme puisse bien fonctionner. Il y a la fonction plasmatique qui est la troisième. À ce niveau, c'est le foie qui fabrique ce que nous appelons les facteurs de coagulation. Là, si ces facteurs ne sont pas présents, tels que la prothrombine et autres, si vous vous blessez, vous ne pourrez pas avoir de la coagulation sanguine. Vous allez saigner à flot, vous allez saigner à mort. C'est parce qu'il y a une substance que le foie prépare, qui libère dans le sang, qu'à un moment donné, le sang s'arrête. Et quand vous faites la compression, il y a hémostase et donc le sang s'arrête. Mais chez d'autres personnes, ce sang, cette hémorragie ne s'arrête pas. Là, c'est une maladie. On parle d'hémophilie. Ça, c'est une maladie génétique qu'on traîne. Mais en temps normal, le sang et le foie préparent la substance qu'il faut pour arrêter l'hémorragie en cas de rupture d'un vaisseau sanguin. Alors, dans ce contexte-là, ça veut dire que la personne a un foie qui a lâché d'un côté ou alors c'est hérédité tout simplement? Non, son foie fonctionne bien, mais au niveau de la constitution génétique, ce qui devrait permettre au foie de déclencher le processus n'est pas dans sa constitution génétique à lui. Okay. Et donc, quel que soit ce qui va se passer, il ne pourra pas avoir un arrêt d'hémorragie. C'est un danger aussi, non? C'est un danger. Ça fait que ceux-là, on leur demande de tout faire pour ne pas avoir de blessures, de ne pas avoir d'accident de circulation, parce que avant qu'on les amène à l'hôpital, il n'y a plus la vie. Ils seraient déjà morts. Ces gens-là passent de vie à trépas. Donc, ça, c'est... Comment ils s'en rendent compte qu'ils sont de ces types de... Voilà. Si vous commencez par constater que quand vous saignez, mais quand vous êtes blessé, ça ne s'arrête pas vite, il faut aller consulter pour savoir pourquoi ce phénomène-là. Et ceux qui sont spécialistes des maladies du sang vont pousser jusqu'à vous déterminer le type de problème que vous avez et qui donne ça. Donc, quand vous vous blessez, en vous taillant peut-être les ongles, vous vous blessez et que ça saigne, vous faites la compression, vous faites tout ça pour ne pas saigner et que c'est longtemps après que ça s'arrête, et que ça se répète plusieurs fois, il faut aller consulter chez un spécialiste en maladie de sang, et puis celui-là va vous aider à savoir que ce n'est pas un phénomène normal, qu'il s'agit d'une maladie. Donc en clair, quand vous saignez beaucoup, il ne faut pas s'enorgueillir pour dire j'ai beaucoup de sang dans le corps. Voilà pourquoi ça sort beaucoup. Ça peut être aussi signe annonciateur d'un danger que vous traînez. On appelle l'hémophilie. C'est une maladie. C'est un signe. Quand vous saignez beaucoup sans arrêt, il faut consulter. Ce n'est pas un bon signe. Il faut consulter. Parmi les fonctions plasmatiques que je citais tantôt, il y a aussi la maturation de l'insuline au niveau du pancréas. Le foie et le pancréas sont des organes très intimes. Dans la digestion, par exemple, quand nous mangeons et que la bile commence par envoyer, et le foie commence par déverser de la bile dans le tube digestif, vous allez voir aussi le pancréas qui va envoyer les sucres digestifs. Je n'ai pas dit sucre digestif. Les substances digestives du pancréas vont venir s'ajouter à celles telles que vous le voyez sur le schéma là. Les substances digestives du foie, du pancréas vont venir s'ajouter aux substances digestives du foie à travers le passage de la bile. Et l'ensemble va permettre la digestion de l'aliment qui est consommé. Et le pancréas, lui, ce qu'il lui a envoyé va permettre de contrôler le taux de sucre. Et donc, on va avoir un taux de sucre normal qui va passer dans le sang. C'est lorsque ce défaut est constaté que le taux de sucre commence par monter. On parle de hyperglycémie et par la suite de diabète. Alors, avant que l'insuline
que le pancréas utilise pour jouer son rôle soit de bonne insuline, c'est le foie qui intervient. Le pancréas produit l'insuline, d'accord. Mais pour que cette insuline-là soit mûrie, on parle de maturation insulinique, c'est le foie qui intervient également. Donc, c'est un alter ego, c'est un intime du pancréas. Les deux organes, quand vous voulez traiter un diabétique et que son foie a des problèmes et que vous vous attaquez au traitement antidiabétique, c'est zéro. Vous n'avez pas réussi. Il faut s'occuper des deux organes-là pour réussir le traitement de diabète chez les sujets diabétiques. Donc, ceux qui laissent de côté le traitement, la prise en charge du foie et s'occupent seulement de l'hyperglycémie, non. Il faut aussi voir si le foie n'a pas un souci. Parce qu'à un moment donné, lorsque le surplus de glucose est constaté, le foie recueille ce surplus-là. Il faut vous dire qu'en 1 heure de temps, le foie traite 90 litres de sang. En 1 heure de temps, 1 heure de temps. Le foie traite 90 litres de sang. Donc, ce faisant, tout ce qu'il y a comme surplus et autres, il emmagasine. C'est comme un chiffon. Il s'engorge de sang et il se dilate. Et maintenant, ce sang qui est stocké sera maintenant traité. Il va en tirer ce qu'il veut, il va y injecter ce qu'il veut. Et maintenant, il relance ce sang en circulation. C'est un très grand laboratoire. Alors, ce faisant maintenant, il va aider le pancréas à injecter dans le sang ce qu'il faut pour que la glycémie soit bonne, ce qu'il faut pour la baisser. Et si tout le système est défaillant, cette glycémie-là sera élevée. Donc, il y a ce rôle-là que le foie joue. Il y a toujours dans la fonction plasmatique, là, il y a l'élimination des bactéries, de certaines bactéries dans la circulation qui s'observent au niveau du foie. La destruction des globules rouges vieillis, des globules blancs vieillis, le foie aussi s'en occupe en majorité. Avant de les envoyer maintenant au cimetière qui est la rate, qui va s'occuper maintenant de leur élimination terminale. Donc ça fait la troisième fonction au niveau du foie. Et nous avons maintenant la fonction de défense immunitaire. À ce niveau, il y a des substances que l'organisme fabrique qui aident les globules blancs à pouvoir jouer leur rôle de défenseur de l'organisme. Si nous prenons par exemple l'armée qui nous protège, si on ne fournit pas à l'armée les outils qu'il faut, c'est cela. Ça peut être les armes, ça peut être les moyens de déplacement, ça peut être les tenues, les protections et autres, mais les sujets recrutés pour assurer ce travail ne pourront rien faire. Il faut la logistique nécessaire. Voilà. Donc, de par l'intermédiaire du foie, on fournit tout ça à l'organisme et aux cellules de défense, et puis ces dernières jouent bien leur rôle. Et maintenant, la fonction de détoxification. À ce niveau, je vous dis que tout ce que nous consommons, tout ce que nous injecte, que ce soit un médicament ou tout autre produit, ça peut être une drogue, ça peut être un stupéfiant, tout ce qui rentre dans le corps, que ce soit par pommade au niveau des femmes, les shampoings et autres, tout passe dans le foie. Même les shampoings qui passent par la tête. Ça passe par les capillaires et ça passe dans le foie. Le foie est au centre de tout. C'est un douanier. Tout ce qui va rentrer dans l'organisme et qui va poser de dommages au corps humain, lui, il est là, il les récupère. Il les récupère et par la fin, il les élimine. Par deux voies. Nous avons l'élimination par les matières fécales. Donc, à travers la digestion, la bile va intervenir, dénaturer, décomposer ces toxines-là. Maintenant, on va les éliminer par les matières fécales. Les toxines qui ne peuvent pas passer par la voie biliaire vont être réabsorbées dans le sang et envoyées vers les reins. Et maintenant, les reins vont s'en occuper. On va aussi les éliminer par l'urine. C'est pourquoi on demande de boire beaucoup d'eau, parce qu'à travers les reins, nous éliminons beaucoup de substances toxiques. Au minimum 2 litres par jour. Le matin, au réveil, vous videz 2000 litres d'eau avant de commencer votre journée.
ça vous permet déjà même de faire le réveil intestinal. Quand vous prenez 2 litres d'eau le matin au réveil, dans les instants qui vont suivre, vous allez avoir envie d'aller à la toilette. C'est le réveil intestinal. Et en dehors de ça, ça réveille aussi les reins et le phénomène de filtration va continuer. Vous allez commencer par uriner. Quel type d'eau? N'importe quelle eau? Eau fraîche? Eau tiède? Voilà, quel type d'eau par exemple? L'eau, c'est l'eau. De l'eau à température ambiante. C'est cela. De l'eau à température ambiante. Pas d'eau glacée, pas d'eau très chaude. De l'eau tiède peut aller, mais pas d'eau fraîche. De l'eau tiède peut aller. Même à table, pour le petit déjeuner, vous pouvez prendre une grande quantité quand vous voulez prendre votre thé matinal, une grande quantité d'eau peut accompagner et vous allez fournir à l'organisme ce dont il a besoin. Très bien, je vais rester un peu dans cette parenthèse avant que vous nous reveniez sur le processus. Donc, certaines fois, il y en a qui prennent de l'eau chaude, en plus du citron le matin, du gingembre, ils disent voilà, ça réveille l'organisme et tout. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est très bon. C'est très bon. Le gingembre, le curcuma, le citron et le poivre, ces mélanges-là que les gens font le matin avec de l'eau, mais je vous dis, c'est du carburant qu'ils fournissent à l'organisme. Parce qu'il y a beaucoup de substances qui sont dans ces ingrédients culinaires-là qui permettent à l'organisme de se détoxifier davantage, de se renforcer en matière de défense immunitaire. Mais voyez-vous, quand Covid est arrivé, vous avez vu comment les Africains y ont résisté? Ah oui. Ah oui, même si on refuse de le dire. C'est de l'évidence. Il faut reconnaître que de par nos médecines de palissade, nos médecines traditionnelles, tout ce que nous avons comme acquis, naturellement. Et donc, on y aurait les valeurs ont été révélées par la crise de Covid. Donc, ces petits mélanges qu'on fait le matin avec de l'eau chaude, ceux qui ne sont pas prédisposés pour le diabète ajoutent un peu de miel ou bien un peu de sucre roux, et puis ça leur permet d'agrémenter le goût et ils boivent ça. C'est du bon boulot qu'ils font. Ils préparent au quotidien l'organisme à lutter, à se détoxifier et donc à être prêt à faire face à n'importe quel phénomène sanitaire qui va venir. Donc c'est une bonne chose, il ne faut pas décourager ça. C'est cela. Oui. Mais ça ne remplace pas l'eau. Hein. Non. Vous ne pouvez pas boire, par exemple, 2000 litres d'infusion de gingembre. Non. Au plus un quart, au plus une tasse. Et vous prenez votre journée. Maintenant, durant la journée, il faut boire. Il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire. Non. Il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire. Il faut boire. Le matin, vous avez déjà pris 2000 litres au réveil. Entre 10h, 11h et 10h et midi, vous videz encore 2000 litres. L'après-midi, entre 14h et 16h, 2000 litres, ça veut dire 1,5 litres. Le soir, quand vous revenez du boulot, prenez encore de l'eau. Quand vous êtes prêt pour aller au lit, prenez encore de l'eau. Vous aurez pris au moins 2 litres d'eau au quotidien. En allant au lit aussi, on peut prendre de l'eau? Il y en a qui déconseillent ça. Lorsque c'est souvent chez les sujets du 3e âge qu'on le déconseille. Parce que, vous allez être amené à vous réveiller pour aller faire pipi. Régulièrement. Ça fera que ceux du 3e âge, ça perturbe leur sommeil et donc leur tension est aussi perturbée. Un sommeil perturbé aussi entraîne... est en train d'être préparé. Ok. Les hommes... Ça va quand même revenir sur l'importance du sommeil aussi. Hein? D'accord. Les hommes qui sont prédisposés aux maladies de la prostate, aux troubles de la prostate, ils vont aussi être amenés à aller régulièrement à la toilette. Ça va aussi perturber leur sommeil. Ceux qui sont déjà diabétiques, le diabétique, la nuit, mais il fait pipi plusieurs fois. Donc, s'il se permet encore de boire beaucoup d'eau, il va encore augmenter la fréquence des pipis. Et donc, le sommeil perturbé, l'hypertension artérielle se prépare. Hypertension artérielle plus diabète, c'est un cocktail Molotov. Très dangereux. Molotov.
hypertension plus diabète, c'est un cocktail molotov qu'il faut tout faire pour éviter. Le diabète conduit souvent à l'hypertension artérielle, pas un phénomène. Mais l'hypertension artérielle ne donne pas le diabète, ne se complique pas et donne le diabète. Mais le diabète, lui, peut se compliquer et vous donner l'hypertension artérielle. Comment? Lorsque le sang est très riche en sucre et l'hyperglycémie est permanente, la capacité, la fluidité de votre sang pour circuler dans les vaisseaux sanguins est hypothéquée. Et donc, la circulation sanguine va être perturbée, ralentie. Le cœur, ne sachant pas que c'est un problème lié à l'hyperglycémie, il va chercher à forcer le passage du sang dans les vaisseaux, parce que les organes vont en réclamer. Et donc, c'est la pression que met le cœur à fournir le sang, c'est ça qu'on appelle seulement la tension artérielle. Donc cette pression-là dans les vaisseaux, c'est ça qu'on mesure lorsqu'on met le brassard, lorsqu'on met le tensiomètre. C'est la pression-là qu'on mesure. Et on parle d'hypertension artérielle. Donc, si votre diabète vous conduit à avoir des perturbations de circulation sanguine, attendez-vous à avoir une hypertension artérielle. Aussi, le diabète est un ennemi des vaisseaux sanguins. Donc, en dehors du fait que le sang ne sera pas bien fluide pour circuler, il y a aussi les vaisseaux sanguins qui ne seront plus bien élastiques et faire des pulsions qu'il faut pour faire passer le sang. Et donc, et le défaut vasculaire et le défaut de circulation sanguine, les deux réunis vont vous donner immanquablement une hypertension artérielle. Et le cerveau va en partie, l'AVC va subvenir. Si c'est un AVC hémorragique, donc par rupture des vaisseaux sanguins, ça emporte. Dans la plupart des cas, ça emporte. Heureusement que c'est le type d'AVC le moins fréquent. Si c'est un AVC par obstruction, où il y a un caillot de sang qui est venu boucher, on a plus de chances de sortir du coma. Mais avec des risques de séquelles. Des séquelles. Voilà. On va traîner le pied, on va traîner le bras, la bouche va être penchée, on ne pourra plus bien s'exprimer. On peut être là, les yeux vont être bien visibles, mais on ne pourra plus bien voir. Une partie, la partie gauche du corps peut être paralysée. Là, c'est le cerveau droit qui est touché. C'est la partie gauche qui est touchée, qui est exprimée en séquelles, c'est le cerveau droit qui est touché. Quand c'est la partie droite, c'est le cerveau gauche qui est touché. C'est en croisé dans le cerveau. Et donc l'expression va venir selon la zone touchée. Qui est touchée. Donc ça, c'est une parenthèse qu'on a... Tout à fait, c'est une grande parenthèse. Hein. Bah, en tout cas, on reviendra quand même là-dessus de façon beaucoup plus détaillée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, qui fondamentalement, voilà, en détail, je crois qu'il y en a encore à dénicher plein de choses. Alors, la dernière fonction, vous parliez tantôt de système de défense en quelque sorte. Ouais. Alors, ma question est de savoir, on nous a appris dès les cours primaires que les globules blancs défendent contre les étrangers qui viennent attaquer le corps et tout. Outre les globules blancs, qu'est-ce que le foie fait? Le foie leur produit quoi pour la défense? Ou alors, sans globules blancs, le foie seul aussi peut agir pour garantir notre sécurité. Oui, ce n'est pas seulement par le biais des globules blancs que le foie agit. Non. Il y a les cellules qu'on appelle les cellules de Kupffer. Les cellules de Kupffer. Alors, ces cellules-là, elles participent à l'élimination des bactéries surtout. Et c'est le foie qui leur permet de jouer ce rôle-là. Ce sont des cellules de défense aussi. Il y a des substances qu'on appelle les protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Il n'y a pas de défense immunitaire sans inflammation. Ok. Ce n'est pas l'inflammation que le processus d'attaque microbiologique est ralenti. Qu'est-ce que vous mettez dans l'inflammation? C'est un phénomène par lequel, quand vous vous blessez par exemple, ou quand vous faites une entorse ou bien vous cognez le pied contre quelque chose, la partie commence par s'enfler. Ok.
c'est une sorte d'inflammation. Même si, sans qu'il y ait hémorragie collectée là, mais la partie commence pas s'enfler. C'est un système de défense de l'organisme. Et donc, s'il y avait une ouverture et qu'il y a des germes qui sont rentrés, ils vont d'abord là être localisés. Et on va envoyer l'information au cerveau qui va envoyer le type de soldat qu'il faut pour venir s'attaquer à ces germes. On n'envoie pas tout le monde. Lorsqu'il y a feu, c'est les sapeurs-pompiers. C'est les sapeurs-pompiers qui viennent. Lorsqu'il faut une manifestation publique, c'est la police ou la gendarmerie qui vient encadrer. On n'envoie pas les militaires pour venir encadrer les manifestations. C'est ça que les gens sont en train maintenant de gérer dans un autre pays pour leur procès. Vous voyez un peu? Donc, chacun n'a qu'à rester dans son couloir de fonction. Donc, le foie, c'est ce qu'il faut pour tel type d'attaque. Et sans ça, on ne peut pas suivre parce qu'on sera très exposé aux germes et donc on va en partir malheureusement. Donc, en quelque sorte, le foie joue aux gendarmes. Est-ce que c'est aux gendarmes? Mais c'est l'acteur principal du fonctionnement humain. Des organes. Des organes humains. Oui, c'est un acteur clé. Il y a l'un de mes maîtres qui a écrit un très beau livre sur le foie et qui résume tout ce que je suis en train de dire et qui révèle aussi beaucoup de témoignages que les gens ont fournis. Le titre, c'est « Seul le foie sauve ». C'est cela, seul le foie sauve. Seul le foie sauve. Il sauve le corps, naturellement. Tout comme pour les chrétiens, seul la foi sauve. Voilà. La foi va sauver le spirituel. Voilà. Mais quand c'est le corps humain, c'est le foie sauve. Parce que c'est lui qui va fournir ce qu'il faut. Il prépare ce qu'il faut pour le cerveau, ce qu'il faut pour le cœur, ce qu'il faut pour les reins, les intestins, et pour la défense de l'organisme, ceci, cela. Il est au centre de tout. C'est un organe central, très vital. Il est au centre de tout. Donc, on ne peut pas se passer du foie et survivre. Et heureusement, Dieu a fait de telle manière que c'est un organe qui se régénère facilement aussi. D'accord. Quand il commence par être endommagé et que vous lui fournissez les principes qu'il faut, il se régénère le plus vite possible. Si l'atteinte n'est pas encore jusqu'à aller à 50%, votre foie va se régénérer. Mais quand vous êtes déjà au-delà de 50%, c'est difficile. C'est mesurable? Si, à travers des bilans qu'on fait, c'est mesurable. Et surtout à l'écho ou bien au scanner, on voit le pourcentage de tissu du foie qui est endommagé. Et maintenant, les bilans biologiques viennent s'ajouter. Et puis, on arrive à faire chose, à évaluer. Donc, quand nous, par exemple, on vient nous voir pour les problèmes de foie, nous évaluons d'abord le degré d'atteinte de votre foie. Il y a certains qui viennent, après évaluation, je dis, je ne peux pas vous prendre en charge. Et ceux-là, après 2 semaines, 1 mois, vous tentez leur numéro, ils ne sont plus là. Ils sont dans l'au-delà. Parce que, au-delà de 50%, si vous laissez les gens dépenser encore, c'est du gâchis. Ça ne marchera plus. Mais quand le bilan me dit, ok, c'est possible, avec la grâce de Dieu, ça marche à 100%. Donc il faut savoir connaître l'organe que vous voulez traiter, avoir les molécules qu'il faut, et puis réussir son traitement. Mais je signale que le foie ne tolère pas les produits chimiques. Il n'aime pas les produits chimiques. Quand vous êtes quelqu'un et que vous êtes habitué aux produits chimiques ou bien à l'alimentation chimique, à l'alcool et autres, il vous lâche. Il ne supporte pas. Donc, un bon traitement du foie, un bon entretien du foie doit être naturel. Alimentation naturelle, boisson naturelle, médication naturelle. Mais quand les chimiques commencent par s'introduire, vous préparez votre foie à exploser et donc à subir tout ce qui est de mauvais et qu'on ne souhaite pas.
Non, mais beaucoup de médicaments ou alors de produits aujourd'hui ont de ramifications chimiques. Et de Voilà. ces produits entrent aussi dans le traitement ou alors la prise en charge du foie. Dans ces conditions, Hmm. qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, M. Tobosi? Lorsque nous prenons les maladies du foie, par exemple, si on va y aller Oh, comme ça, bon, de je parle, pêle-mêle pour voilà, l'instant, voilà. voilà. Les... Nous avons une maladie du foie qu'on appelle l'hépatite médicamenteuse. Ok. L'hépatite médicamenteuse, qui est très grave et qui emporte beaucoup de citoyens. Et on pense que c'est une main noire qui est derrière, c'est quelqu'un qui est en train de déranger la personne, c'est ceci, c'est cela. La plupart des médicaments que nous prenons ont un côté toxique. Et quand vous lisez les notices, c'est souvent écrit, quand vous avez un problème de foie, il ne faut pas en prendre. Mais l'Africain ne lit pas. Ah oui. On ne lit pas en Afrique. Si vous voulez cacher quelque chose à l'Africain, écrivez-le dans un bouquin. Ça va rester là 100 ans, il ne va pas découvrir. L'hépatite médicamenteuse, il y a plus de 1300 médicaments en pharmacie qui sont toxiques pour le foie. Je pèse bien mes mots. 1300 molécules médicamenteuses en pharmacie qui sont toxiques pour le foie. La plupart... Mais des produits quand même qu'on prescrit. Régulièrement et malheureusement. Et parmi ces médicaments, le chef de file, c'est le paracétamol. Notre ami de tous les jours. C'est pris comme de petits pains tout le temps. Et c'est facile. Tous les jours. Avec 25 francs, vous avez deux comprimés de et c'est vite fait, ça calme les maux de tête. Voilà, rapidement, les douleurs cessent, mais les toxines restent. Les douleurs cessent, mais les toxines restent. 20 à 40% des cas d'insuffisance hépatique sont liés à la médication. Lorsque quelqu'un a un problème de foie qui n'est pas d'origine virale, la plupart du temps, 20 à 40%, c'est lié à la médication. Et quand je dis médication, ce n'est pas seulement les produits de pharmacie publique. Il y a aussi des plantes qui sont toxiques pour le foie. C'est cela. Et on en a dénombré jusqu'à une cinquantaine de plantes qui sont toxiques pour le foie et 1300 médicaments pharmaciques qui sont toxiques pour le foie. La différence est très grande, 50 et 1300. Mais là, c'est dangereux. On décharge tout sur les plantes. On décharge tout sur ceux qui exploitent les plantes, tous ceux qui conseillent les plantes, on décharge tout sur eux. Pendant que soi-même, on est acteur de la destruction du foie des citoyens. Il y a de cette vérité-là qu'on doit commencer à dire. À dire. Ah oui. Pour réveiller les citoyens, pour leur dire, 2 médicaments, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut à un moment donné laisser l'organisme d'abord lui-même faire son auto-guérison avant de penser maintenant se faire prendre en charge au cas où ça ne marche pas. Mais on préfère quelqu'un, un petit bobo, il va à la pharmacie. Sans ordonnance, sans consultation, et on lui sert des médicaments. Alors, M. Tobosi, est-ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, avant de prescrire un médicament à un patient, il faut d'abord partir par l'état de son foie? Ce n'est pas toujours évident. Oui. Parce qu'il faut soigner tout de suite un mal. Oui. Pour les urgences, je suis d'accord. Pour les urgences extrêmes, je suis d'accord que on connaît déjà les médicaments qu'il faut pour les urgences, et puis on les administre et on récupère la personne. Mais pour la suite, il ne faut pas continuer par l'intoxiquer. Parce que les premiers soins reçus, la plupart des toxines vont rester. Et donc, dans la suite, maintenant, il faut voir, il faut maintenant juger, il faut jauger ce qui serait meilleur pour le sujet par rapport au côté toxique et lui prescrire ce qui sera le plus souvent meilleur. L'automédication que nous faisons aussi nous conduit à la destruction du foie. Parce que tel médicament a bien marché pour Kofi, Kodjo sera conseillé pour ce même médicament.
telle injection a marché pour Afrique, pour son infection, on va prendre aussi la même chose lorsque Abidé va avoir le même problème. Non, non. Chaque maladie avec la spécificité médicamenteuse qu'il lui faut. Mais nous faisons ce mélange, ce foutoir-là, si bien que l'automédication est en train de nous détruire en Afrique. Et lorsque je prends le paracétamol par exemple, les firmes pharmaceutiques ont contourné l'interdiction ou bien l'alerte que l'OMS a donnée. L'OMS avait donné une alerte dans les années 2000 sur le paracétamol. Et pour contrôler, qu'est-ce que les firmes ont fait? On met toujours le paracétamol dans le médicament là, mais on change le nom du médicament. Donc, celui qui ne lit pas et qui ne veut pas savoir quelle molécule composante est la composante de ce médicament, il va prendre la même molécule dans le premier médicament, c'est cela. Dans le second que l'autre va le conseiller, dans le troisième que l'autre va le conseiller, il va faire un surdosage. Un cocktail de paracétamol. Le paracétamol qu'il va prendre. Les gens viennent à la consultation, vous leur demandez quels sont les médicaments que vous prenez actuellement par rapport à votre fièvre, par rapport à votre maux de tête, par rapport à vos maux de tête et autres. Je ne veux pas citer les noms de molécules. Il va vous dire qu'il prend ci, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Il doit y avoir 4 molécules. Vous les avez amenés. Si vous avez la chance que c'est amené, sortez-les. Et je prends la peine de leur dire, vous voyez ce nom-là, paracétamol, c'est ça qui est ici. Qu'est-ce que vous lisez là, paracétamol? Quand vous tombez sur la troisième boîte, il faut comme ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont intoxiqués du premier jour jusqu'au jour où ils sont venus devant nous. L'éducation thérapeutique doit être mise en Afrique et dans notre pays, au sud du Sahara. C'est important. Ces genres d'émissions que nous faisons, ça aide beaucoup de personnes à sortir de l'ignorance, à éviter les risques vitaux qu'ils prennent par ignorance entre-temps. Donc, médicaments, intoxication médicamenteuse et le foie, il n'y a pas à discuter. On intoxique le foie au quotidien à travers les médicaments, les tisanes, les médicaments, les substances chimiques. Ceux qui s'injectent les drogues, ceux qui en fument, ceux qui en chichent, et avec ce qui est maintenant de mise où les jeunes s'asseyent et puis... Du chicha. Le chicha. C'est aussi dangereux que ça. Le chicha. La composition de la fumée de chicha. Les matières qu'on met dans le dispositif et qui brûlent et qui donnent ça. La braise. De différents odorats, de différents parfums et... Tout est synthétique. Tout est synthétique. Et c'est le foie qui est en partie. Le foie en partie. Maintenant, la fumée, elle autre, elle va détruire et les poumons. Et cette braise-là, qui est en train de dégager cette fumée-là et qui passe, c'est ce qu'on appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont hautement cancérigènes, qu'on trouve dans les charbons de bois, qu'on trouve dans les feux incandescents. Et on s'expose, on fume ça, on se prend du plaisir parce qu'on a fumé du bon arôme. Mais aujourd'hui, le phénomène devient une sorte de civilisation. Hein. C'est les bars qui souffrent pour les chichas et puis c'est illuminé. C'est des grosses caisses qui carrent et tout le temps on est là, de la nuit jusqu'au petit matin. On fume bien. C'est de l'intoxication. Notre civilisation nous a conduits dans beaucoup de gaffes. Dans beaucoup de gaffes. Il y a des maladies qu'on appelle les maladies de la civilisation. L'hypertension artérielle, le diabète, et l'obésité et beaucoup d'autres. Et tout ça, la finalité chez certains sujets, c'est l'infertilité. Parce que vous allez détruire le processus de production ou bien de fabrication des hormones fertilisantes pour l'organisme, des hormones de reproduction pour l'organisme. Et quand vous serez en carence, vous ne pourrez pas produire de bons spermes pour
donner une progéniture. La femme qui est habituée à ce genre de trucs ne pourra pas ovuler jusqu'à avoir une fécondation et porter une grossesse. Donc tout est lié. Tout est lié. Et tant qu'on ne se rend pas compte, on va continuer par se livrer à ça, et puis bonjour les dégâts. C'est bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'à imputer nos, 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 nos- nos aventures, nos mésaventures au monde spirituel. C'est une tante quelque part qui refuse à ce que je porte un fœtus. Ou alors c'est un oncle quelque part qui est en train de me jeter un mauvais sort. Quelque part, peut-être on a un frein au principe de foi qui nous rattrape, malheureusement. L'alimentation que nous avons eue il y a 5 ans, 10 ans, la boisson que nous avons eu à consommer il y a des années, ça va nous rattraper. Ce n'est pas ce que vous avez bu hier ou avant-hier qui est en train d'agir aujourd'hui. Hein. Non, c'est ce qui était pris en petite dose, accumulé, qui va s'exprimer par la maladie actuelle que vous avez. Quand les gens viennent et disent, c'est hier ça a commencé. Non, c'est pas hier que ça a commencé. C'était là, ça s'accumulait. Et puis, à un certain taux, allez, et on va. Et il vous a dit, mais dis donc, arrête. Et il va exprimer ça par des manifestations, par des symptômes qui vont vous obliger à aller en consultation. Et une fois malade en consultation, vous serez obligé de le laisser au repos. Lui, il a besoin de repos. Parce que vous l'avez tellement chargé qu'à un moment donné, il n'en peut plus. Il a besoin de repos chimique pour pouvoir travailler, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir relancer l'organisme. Mais s'il se taisait et qu'il vous laissait le charger, il va péter. Il ne va pas accepter. Il va déclencher des phénomènes qui vont vous obliger à arrêter ce que vous êtes en train de faire et qui n'est pas agréé. Voilà. Pour finir maintenant, M. Tobossi, nous allons quand même revenir sur essentiellement les maladies du foie et comment entretenir le foie. Nous allons revenir là-dessus dans d'autres numéros. Mais restons dans cette petite parenthèse pour parler des substances que nous envoyons pour agresser le foie, dont les éléments chimiques, l'alcool en priorité. Nous avons tendance à qualifier certains alcools de qualité. Est-ce qu'il y a de l'alcool de qualité? Donc quand c'est qualité, bon, le foie ne réagit pas par rapport à cela. Hein? Sorabi, qualité, c'est vrai qu'il y a de l'alcool de qualité. Il faut l'avouer. D'accord. Quand c'est fait à base de vin de palme, et sous d'autres cieux, il y a d'autres types d'arbres qui fournissent du vin et on fait toujours l'alcool avec. Quand c'est fait avec cet ingrédient naturel, sans apport d'autres ingrédients chimiques, ça ne fera que donner du bon alcool. C'est cela. Mais bon alcool en parenthèse, parce qu'il n'y a pas de bon alcool pour le foie. L'alcool, c'est l'alcool. Même si c'est dosé à 1%, l'alcool est dangereux pour le foie. Même si c'est dosé à 1%, l'alcool est dangereux pour le foie. Alors, que ce soit ce qui est fait avec des ingrédients naturels ou ce qui est fait de manière synthétique. Lorsque nous prenons, si je vous cite par exemple certains ingrédients et que vous me les donnez tout de suite, en 30 minutes, je peux vous produire 100 litres d'alcool. Sans avoir une seule goutte de vin de palme. Je mets la disposition en place, je mets l'eau dans la bassine, je mélange les ingrédients qu'il faut, on va avoir de l'alcool tout de suite. Mais ça abonde aujourd'hui sur le marché. C'est ça qui est maintenant sur le marché. De l'alcool fabriqué avec des produits synthétiques. Ça, c'est la chimie qu'on enseigne à l'université. C'est avec ça maintenant que c'est déversé sur le marché et beaucoup de fournisseurs d'alcool. Bien sûr, c'est ça qu'ils produisent. C'est ça qu'ils produisent. Il y a aussi l'alcool qui ne devait pas être de l'alcool alimentaire. C'est réservé pour les travaux au laboratoire. C'est réservé pour les soins à l'hôpital. Mais les gens boivent ça.
Les 95 degrés. Les gens boivent ça. Ils boivent ça comme l'autre qui est l'ordinaire qu'on connaissait. Les gens boivent ça. L'alcool, quel que soit son degré, il est dangereux pour le foie. Qu'il soit dans la bière, dans le vin, dans l'apéritif, dans le médicament, il est dangereux pour le foie. Et ça dit qu'il ne faut jamais prendre. L'idéal serait L'idéal serait de l'éviter. de l'éviter. Hein. Mais à l'extrême envie, il faut, si votre organisme le supporte, il ne faut pas dépasser ce que votre organisme supporte. Moi, par exemple, si je veux prendre une boisson qui contient de l'alcool, je dois voir le dosage et m'assurer que c'est vraiment ça. Si on prend la bière, par exemple, qui est à 4-5% d'alcool, si vous me forcez à prendre un verre, je vais dormir ici jusqu'au lendemain. Un verre, pendant que les gens vident un casier. Oui, donc chaque organisme est unique en son genre. Si je prends une cuillère d'alcool pur, c'est là que je vais dormir. Je ne pourrai plus me lever, conduire et rentrer chez moi. Donc chaque organisme a son degré de tolérance, voilà, d'alcool. Alcoolique. Donc il faut se connaître, connaître ses limites. Quand à un moment donné vous commencez par sentir certains malaises, quand vous en prenez, il y a des malaises. Vous en prenez, il y a des malaises, il faut vous dire attention, mon foie ne supporte plus. Il y a l'alerte. Voilà. Donc il faut aller consulter pour le détoxifier. Il faut le détoxifier et lui permettre maintenant de pouvoir reprendre les choses à zéro. Et de par sa régénérescence à lui, l'organisme lui-même en entier est aussi régénéré et vous prolongez votre vie. L'espérance de vie passe par l'entretien du foie. C'est cela. L'espérance de vie, allez, retenez ça. Retenons ça, j'allais dire, c'est pour nous tous. Hein. L'espérance de vie, votre espérance de vie, passe par l'alimentation ou alors l'entretien de son foie. Ouais. Ok. Mon espérance de vie passe par l'entretien de mon foie. Tu le sais aussi, non? Allez, agis comme cela. Alors, nous allons nous quitter maintenant avec deux bonus. Monsieur Tobossi, donnez-nous deux aliments, je n'ai pas produit, mais deux aliments qui concourent à la détoxification, c'est ça? Oui. De notre foie. Deux. Ça, c'est un bonus. Hein? Vous avez la betterave. Betterave, ok. Betterave. Pas crue, hein. La betterave bouillie à la vapeur, c'est-à-dire légèrement bouillie. C'est un grand ami du foie qui dilate les vaisseaux sanguins dans le foie et qui apporte aussi d'autres substances naturelles qui aident le foie à bien jouer son rôle. La betterave. Nous avons des épices, parmi lesquelles le gingembre. Ok. Il permet aussi au foie de bien booster. On peut en faire un cocktail? Si, betterave et gingembre. Si vous prenez de la betterave, vous pelez, vous coupez ça en petits morceaux et vous faites juste passer ça à la vapeur d'eau et vous mixez. Avant de mixer, vous prenez votre gingembre aussi, vous lavez ça très bien. Le gingembre, il ne faut pas le éplucher, sauter ni le mixer. D'accord. Vous lavez ça très bien sans l'éplucher. C'est cela. Parce que la peau de gingembre contient aussi des substances. C'est cela. Donc vous lavez ça très bien, vous coupez ça en petits morceaux et vous mixez ça avec votre betterave. Et à la fin, vous filtrez et vous buvez. Ça va vous faire beaucoup de bien pour le foie. Si vous n'avez pas de betterave, la carotte peut aussi vous aider en association avec le gingembre. Ça marche aussi très bien. Le repos au lit, le sommeil, c'est un grand ami du foie. Le sommeil, il faut dormir. Quand vous vous sentez fatigué, embêté par divers symptômes et autres, et que vous prenez des médicaments, vous prenez ceci, vous prenez cela, tant que vous ne vous couchez pas et que le sang circule régulièrement dans le foie, 90 litres par heure, vous ne serez pas détoxifié
les médicaments que vous avez pris, les produits que vous avez pris ne pourront pas travailler et aller à la cible qu'on veut et vous allez avoir guérison. Donc, résister au sommeil n'est pas un signe de téméraire? C'est pas bon. C'est pas pour rien. Le cycle de vie est fait comme ça. Vous allez travailler. À un moment donné, l'organisme dit, je dois aller au lit. Et vous y allez. C'est un médicament. C'est un grand réparateur. Le sommeil est un grand réparateur. Des fois, certains sont malades. Il leur suffit de se coucher et de dormir profondément. Téléphone sous silencieux. Télé et tout ce qui peut vous perturber le sommeil. Tout est mis en off. Et vous dormez profondément, vous vous réveillez. Ça, vous êtes requinqué. C'est comme si on vous a fait un soin dans le sommeil. Mais on n'a rien apporté comme soin. C'est l'organisme qui s'est auto-guéri, qui s'est auto-régénéré. Et puis, vous allez encore à nouveau vaquer à vos occupations. Monsieur Tobossi, merci. C'est à moi le plaisir. Je rappelle, chers téléspectateurs, nous allons revenir sur ces sujets de façon très simplifiée. Nous parlerons la prochaine fois des malaises du foie, pour ne pas dire les maladies du foie. Ce n'est pas pour nous terroriser, mais pour nous faire comprendre un certain nombre de choses qui sont très vitales, les maladies du foie, et comment entretenir véritablement son foie. Tout passe par le foie. Pour ne pas dire, seul le foie sauve. Monsieur Tobossi, vous êtes spécialiste en hygiène alimentaire. Merci d'être passé à ce plateau. Nous espérons vous retrouver encore dans le prochain numéro pour la suite de cet échange. Au plaisir. Merci, chers téléspectateurs. À très bientôt sur cette même chaîne.